Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Iran, Russie, Turquie, les antidémocraties. Première partie. Hamid Borzaslan est historien et politologue spécialiste du Moyen-Orient, de la Turquie et de la question kurde. Membre du comité de rédaction de Critique internationale ainsi que de Culture et conflits, il a édité notamment Crise, violence, décivilisation en 2019, Le temps des monstres en 2021 ainsi que L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie, Turquie, qui offre une grille de lecture géopolitique particulièrement stimulante. Hamid Bozarslan, bonjour. Bonjour. Nous vous avons invité pour un livre que vous avez écrit et sorti en 2021, L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie et Turquie, qui nous a particulièrement interpellés. Vous êtes historien et sociologue du fait politique. Vous êtes un spécialiste de la Turquie. Vous avez écrit une très conséquente histoire de la Turquie, de l'Empire ottoman à nos jours. Et dans ce livre-là, L'antidémocratie, vous avez élargi votre spectre d'analyse à la Russie et à l'Iran, en mettant en parallèle ces trois régimes, ce qui offre un livre qui est très intéressant en termes aussi bien d'histoire que de politique, que de géopolitique, d'anthropologie même. Vous avez tenté de les mettre en parallèle et de pointer les points communs de ces régimes politiques. Et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est que votre livre est sorti donc en 2021 et qu'entre-temps, il y a eu évidemment, l'offensive russe en Ukraine. Et puis, depuis quelques mois, la réponse d'Israël au massacre du 7 octobre. Et le Moyen-Orient est au centre, justement, de ces trois puissances, l'Iran, la Russie et la Turquie. Donc, ça donne un relief très particulier à ce livre-là. Première question, est-ce que vous pourriez définir les antidémocraties? Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi est-ce que cela les différencie des dites démocraties occidentales? Alors, l'antidémocratie, je pense qu'effectivement, il faut peut-être partir d'abord de leur propre définition. Ces trois régimes-là, mais ils ne sont pas les seuls, on reviendra peut-être aussi sur certains autres cas. Ces trois régimes se définissent comme des alternatives radicales, irréductibles, viriles, à la démocratie libérale, bourgeoise, voilà, la démocratie bourgeoise telle qu'on la connaît, qui serait efféminée, qui serait corrompue par la civilisation et qui dissoudrait la nation dans un magma universel. On peut citer éventuellement 3 ou 4 caractéristiques de ces antidémocraties. En premier lieu, dans les 3 cas, on a l'idée que la nation a une mission historique à accomplir. Une mission historique qui consiste à dominer le monde. Cette domination n'est pas dénoncée, cette domination n'est pas présentée comme quelque chose de négatif. Au contraire, dominer le monde pour lui apporter la justice, l'idée de l'administration, lui apporter l'idée de l'harmonie. Mais pour cela, effectivement, il faudrait que la nation qui accomplit cette mission surplombe en quelque sorte l'universel qu'elle domine. Et cette mission aurait été par la suite certifiée également par la nature. Dans les 3 cas, on a une vision sociale darwiniste du monde. Le darwinisme social, en gros, c'est une doctrine qui a été dominante aussi en Europe occidentale, même en occidentale de 1870 à 1945, et qui considère les nations comme des espèces biologiques en lutte les unes contre les autres. Et une deuxième certification de cette mission historique par la raison créatrice, effectivement, Dieu a voulu la communauté humaine en tant que communauté guerrière et Dieu n'a pas écarté l'idée même de la guerre. Donc une première caractéristique, l'idée que la nation dispose effectivement d'une mission historique. Une deuxième caractéristique, c'est que la nation dispose d'une ontologie. C'est l'ontologie qui définit la nation. Cette ontologie est donnée aussi à la naissance même de la nation, à l'aube de l'histoire. Et cette ontologie est une ontologie pure,
Mais cette ontologie est constamment menacée de corruption par d'autres ontologies, notamment en l'occurrence l'ontologie occidentale. Et quand vous êtes dans cette perspective, hein, l'histoire en tant que lieu et l'espace d'expérience n'existe plus. Vous êtes totalement dans une lutte des essences en quelque sorte qui résiste à toute expérience historique. Un troisième élément qui intervient, qui me paraît très très important, c'est que ces nations-là, ces leaders-là, que ce soit Erdogan, que ce soit Khamenei en Iran ou que ce soit Poutine dans le cas de la Russie, estiment que à l'origine de la nation, au commencement de la nation, effectivement, il y avait une pureté absolue, que la nation a réalisé séparée, la nation s'est impérialisée dans le sens de construction d'empire, mais que par la suite, cette nation a été trahie à la fois de l'intérieur et de l'intérieur par des communautés non nationales, mais de l'intérieur aussi en grande partie par une élite qui a été aliénée à elle-même, à sa propre nation, et de l'extérieur par l'impérialisme, par cet Occident collectif, un terme que Poutine utilise depuis très, très longtemps, et que donc par conséquent, l'avenir, le passé immédiat de la nation, c'est un passé entaché, et que l'avenir de la nation ne peut être que un avenir marqué par le désir de revanche et la prise de revanche. Et puis un quatrième élément, et je m'arrêterai là pour le définir, c'est que la nation est considérée comme incarnée. L'incarnation signifie que le leader se trouve en fusion totale, charnelle pratiquement, avec la nation. Il ne représente pas uniquement le présent de la nation, mais il incarne aussi le passé de la nation et l'avenir de la nation. Cette idée qui avait été dominante en Occident, les deux corps du roi, c'est-à-dire le corps physique, mais aussi le corps symbolique, qui survit au-delà du roi, par-delà son existence physique, n'est pas du tout reconnue. Au contraire, on dit no Poutine, no Russia, pas de Poutine, pas de Russie. Cela signifie effectivement qu'il ne peut y avoir aucune séparation entre la nation dans sa complexité, dans sa pluralité et son leader. Et une telle perception signifie aussi que les institutions, quand bien même elles seraient maintenues, sont des institutions totalement creuses ou vides de sens. Vous pouvez parfaitement avoir une cour constitutionnelle, vous pouvez parfaitement avoir un parlement, une cour de compte, etc. Mais ces institutions, en quelque sorte, ne montrent que leur inefficacité. Ces trois antidémocraties n'acceptent absolument pas l'idée de la médiation entre la nation et le leader. Est-ce qu'il n'y a que l'Iran, la Russie et la Turquie qui répondent à cette description-là? Est-ce qu'on pourrait appliquer ces quatre points à d'autres pays? Je pense le Venezuela, la Corée du Nord, la Chine. En quoi est-ce que vous auriez pu étendre, bon, ça aurait peut-être demandé un travail beaucoup plus conséquent, qui est déjà énorme, ce que vous avez fait. Est-ce qu'on pourrait étendre cette définition à d'autres pays? À d'autres pays, oui, je pense qu'à d'autres régimes, oui. Voilà, effectivement, c'est l'un des régimes qui m'intéresse beaucoup, que j'essaie de suivre. C'est voilà, le parti de Narendra Modi en Inde. L'évolution de l'Inde est extrêmement inquiétante. J'ai pris ces trois régimes-là peut-être aussi par rapport à leurs pratiques. Ces trois régimes ont été très très massivement présents au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a été confessionnalisé en partie par l'intervention de la Turquie et de l'Iran. La Russie a été très massivement présente aussi au Moyen-Orient. Et ces trois régimes ont choisi en quelque sorte le Moyen-Orient comme un terrain de guerre. Dans les trois cas, en effet, il y a ouvertement l'idée que l'État n'est pas l'instance souveraine. La souveraineté appartient à la nation telle qu'elle est incarnée par le leader. Et cela signifie qu'effectivement les trois régimes estiment qu'ils ont le droit de constituer leur espace vital. Et cet espace vital, la construction de cet espace vital, qui peut avoir des noms très différents, le monde russe, le monde turc, le monde chiite, etc., la construction de cet espace vital signifie aussi une pratique de guerre, et dans les trois cas, on a une pratique réelle de la guerre, et une politique irrédentiste qui est explicitement
prononcé. Quand Poutine dit que la Russie n'a pas de frontières, quand Erdogan dit que la sécurité de la Turquie ne commence pas par la défense de la Turquie, mais commence déjà en Afrique du Nord et dans le monde arabe, et se livre effectivement à une politique d'une grande brutalité contre les Kurdes en Syrie, en djihadisant leur territoire. Là, on voit très clairement, effectivement, qu'il y a une politique irrédentiste. Et il en va de même de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran n'a pas d'autre diplomatie dans le Moyen-Orient qu'une diplomatie milicienne, autrement dit, le soutien des milices chiites, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban ou au Yémen. Donc cette pratique de guerre, qui est vraiment une pratique réelle et qui s'articule avec un projet irrédentiste, me paraissent assez caractériser notamment ces régimes-là. Mais prenez le cas de la Chine. Effectivement, je définis la Chine dans ce livre-là en lui consacrant 2 ou 3 paragraphes. Constitue une dictature numérique depuis très très longtemps. On sait quel type de système de surveillance a été mis en place. On connaît le sort des Ouïghours de Xinjiang, qui sont soumises à une politique que beaucoup de juristes désormais considèrent comme génocidaire. Mais ce qui distingue la Chine de ces 3 cas-là, c'est en premier lieu le regard que la Chine, le régime chinois ou le Parti communiste chinois porte sur son passé. Le Parti communiste chinois est en paix avec son XXe siècle. Considère effectivement la révolution maoïste comme ce moment de sursaut de la nation et ne considère pas du tout ce passé comme une passé d'aliénation, alors que quand vous regardez la Russie et la révolution d'octobre, ou la révolution de février ou d'octobre, vous avez une image totalement différente. De la même manière, l'Iran considère sa période d'occidentalisation comme une trahison à la nation. Il en va de même de la Turquie. Donc voilà, ce premier point, être ou non en paix avec son propre histoire. Et en deuxième lieu, je crois qu'il y a un deuxième élément qui intervient aussi. La Chine n'est pas irrédentiste en dehors de sa région immédiate, ça veut dire Taïwan, et éventuellement de pousser le plus loin possible son espace maritime. Alors que dans les 3 qu'on voit, il y a quand même une politique très irrédentiste. Est-ce qu'on peut définir un peu le mot irrédentisme? L'irrédentisme signifie la volonté de récupérer des terres qu'on estime ont appartenu à la nation et qui ont pour vocation de revenir à la nation. Voilà, pour la Russie, c'est très clair, l'Ukraine n'existe pas. Il n'y a pas de nation ukrainienne, il n'y a pas de peuple ukrainien. L'Ukraine est considérée comme la petite Russie. L'Ukraine est considérée comme le lieu de la naissance de la principauté, d'abord russe, par la suite l'Ukraine est le lieu de naissance de la Russité en quelque sorte, et de l'impérialisation de la Russie dans le sens d'empire. Et donc cette Ukraine doit revenir à la Russie, indépendamment de la volonté des Ukrainiens eux-mêmes. Ou pour la Turquie, voilà, effectivement, on peut entrer dans le Rojava. Au Rojava, on peut rentrer dans des villes kurdes, anéantir ces villes kurdes, si nécessaire, intégrer ces villes kurdes qui sont désormais directement gouvernées ou administrées par la Turquie. Donc l'irrédentisme, c'est un peu ça. Et précisément, vous décrivez dans votre livre le moment, une parenthèse en fait entre 1990 et 2000, où ces 3 régimes se sont relativement ouverts, ont laissé espérer une évolution un peu à l'occidental, vers des régimes plus libéraux. Et pourtant, ce sont des parenthèses. C'est une parenthèse qui s'est refermée en réalité. Et pourquoi est-ce que justement ces tentatives ont échoué dans ces 3 régimes différents les uns des autres? Ces 3 régimes, ces tentatives ont échoué dans les 3 cas, en partie parce que je pense qu'il y a eu l'aveuglement des démocraties et la trahison des démocraties à leurs propres principes. Rappelez-vous de la sortie de la guerre froide, l'euphorie totale. Et dans cette euphorie totale, vous aviez un ouvrage qui était très important à l'époque de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire. Et pour Francis Fukuyama, l'histoire avait accompli la raison pour laquelle elle avait existé. Et cette raison qu'elle ignorait, mais elle a fini finalement par accomplir, était le triomphe de la démocratie bourgeoise.
On a lu Francis Fukuyama comme un auteur anticommuniste. En réalité, quand on le lit attentivement, Francis Fukuyama veut dire on en a fini avec l'histoire européenne. L'histoire du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, du XXe siècle, ses passions nationalistes, ses fragmentations territoriales. Et je pense que cela nous a beaucoup aveuglés, et cela nous a aveuglés jusqu'aux attentats du 11 septembre. Mais le réveil après les attentats du 11 septembre était quand même également désastreux, parce que les guerres que l'administration Bush a lancées à la fois en Afghanistan et en Irak étaient des guerres en quelque sorte hors sol. Une guerre contre le terrorisme, mais comment définir le terrorisme? Plus vous combattez dans le désert, plus le désert croît, plus vous pensez que vous combattez la barbarie, plus le bourgeois devient lui-même barbare. Et là, je mentionne les travaux de Pierre Rasner, qui était un philosophe disparu il y a quelques années. Et une fois qu'effectivement l'Amérique a décidé de sortir de ces deux bourbiers pour s'engager effectivement dans un affrontement non armé avec la Chine, on a vu effectivement l'occupation de l'Ukraine. Donc nos aveuglements, on n'a pas pu saisir qu'ailleurs dans le monde, il se passait d'autres choses, qu'il pouvait y avoir d'autres passions, que notre discours démocratique bourgeois n'était pas nécessairement partagé par d'autres régimes. La notion de revanche sur l'histoire, parce que dans les trois cas, on a une volonté de revanche sur l'histoire qui n'est pas nécessairement ou exclusivement contre l'Occident ou sur l'Occident, mais c'est sur soi-même en quelque sorte. Donc tous ces facteurs nous ont échappé, et je crois qu'il y avait aussi une deuxième raison, cette fois-ci c'était la trahison de la démocratie à elle-même. La démocratie n'a pas accompli effectivement ses promesses. La démocratie, c'est Tocqueville qui le dit. Tocqueville était un auteur assez conservateur par certains égards, mais Tocqueville précise bien que la démocratie, dans la société démocratique, il y a deux passions et qu'il faut satisfaire ces deux passions simultanément, la passion de la liberté et la passion de l'égalité. Et lorsque la passion de l'égalité n'est pas satisfaite en quelque sorte, les peuples ou les sociétés peuvent supprimer aussi la liberté. Et le fait qu'effectivement, les démocraties ont cessé d'être des modèles, les démocraties ont cessé d'intégrer leur propre population, leur propre société, les démocraties ont été en quelque sorte, ont capitulé en quelque sorte devant le néolibéralisme en pensant que l'économie ne relevait plus désormais des décisions politiques. Tout ceci a fini par considérablement fragiliser la démocratie en tant que modèle. Et je crois qu'effectivement, dans ces régimes-là, dans ces pays-là, on a vu cette évolution. Dans les années 80, 90, pardon, plutôt, au début de 2000, il y avait quelques signes d'ouverture. Ces signes d'ouverture n'étaient pas des signes, disons, voilà, il n'y avait pas d'agenda caché, parce que je crois qu'aucun de ces régimes ne pouvait tenir un discours idéologique. On était encore dans un discours universel de la fin des idéologies, de la fin des passions nationalistes. Donc je crois qu'effectivement cette parenthèse peut s'expliquer aussi par le fait que ces leaders n'étaient pas en mesure à ce moment-là de tenir des discours ultranationalistes et se radicaliser. Mais dans ce livre-là, j'utilise aussi le terme de stock cognitif. Ça veut dire que quand vous prenez les trois leaders, mais les trois leaders sont représentatifs aussi d'une génération, leur formation a eu lieu à la fin des années 80, voire à la fin des années 70, quand ils étaient encore très jeunes. Ils ont lu très peu de choses, ils ont lu une dizaine de livres, une quinzaine de livres, des thèses, des livres pour l'essentiel ultranationalistes, complotistes. Et je crois que au moment des crises, au moment des défis qu'ils rencontrent, au moment des blocages, au moment de blocages intellectuels ou de crises épistémologiques, c'est ce stock cognitif ancien, totalement complotiste, qui est réactivé. Et cette réactivation en quelque sorte a eu lieu lorsque ces régimes-là ont été défiés en interne. En Iran, il y a eu les élections frauduleuses présidentielles de 2009, éhontément frauduleuses, qui a déclenché une révolte assez générale. Le régime a dû gérer donc cette révolte en
En Russie, l'élection de 2012 a été quand même un moment, une épreuve pour le pouvoir. En Turquie, il y a eu les contestations urbaines massives à Istanbul, mais aussi dans d'autres villes en 2013. Et je crois qu'effectivement, tous ces événements-là ont provoqué des crispations énormes. Dans le cas de la Russie, il ne faut pas oublier non plus que la Russie se sent totalement, le régime de Poutine en tout cas, se sent totalement encerclé. Le fait qu'il y ait eu des révolutions que Poutine a décrit comme des révolutions de couleur en Ukraine, en Géorgie, par la suite en Arménie, a été considéré comme, par Poutine comme à la fois un signal de sa propre fragilité et de sa précarité, et de l'autre côté, il ne les a pas du tout interprétés à partir vraiment d'une lecture sociale, politique, etc., mais il les a interprétés comme un complot occidental. Et dans le monde arabe, effectivement, après 2011, avec les révolutions, les configurations révolutionnaires, la Turquie est entrée aussi dans cette même lecture. Ça veut dire, si les islamistes perdent le pouvoir ici et là, cela signifie un complot de l'Occident contre la Turquie. Et ce complotisme est très très valable aussi dans le cas de l'Iran. Pour en venir à la fin de la parenthèse libérale, est-ce qu'il n'y a pas de manière plus générale, en prenant vraiment du recul, le poids de l'histoire? Est-ce qu'il n'y a pas un déterminisme qui les a obligés à se replier sur eux-mêmes et un discours identitaire tout fait? Et les trois régimes dont vous parlez, l'Iran, la Russie et la Turquie, ont été trois très grands empires historiques. L'empire des Tsars, l'empire ottoman, l'empire perse. Est-ce que ce n'est pas aussi une chose qui pèse énormément dans la volonté de transformation de ces sociétés? Qui pèse énormément. Je pense qu'il faudrait effectivement prendre cela en considération. Et c'est là, par exemple, une différence qu'on ne voit plus avec la Chine, ou voilà, qu'on voit avec la Chine, parce que la Chine s'estime tout à fait en paix une fois de plus avec sa propre histoire. Donc l'histoire a été une histoire d'humiliation. La Chine a été considérée comme une semi-colonie. Mais voilà, le sursaut a eu lieu. Le sursaut a eu lieu, mais le sursaut signifie aussi que la Chine est dans son assiette territoriale ancienne. La Chine n'a pas bougé territorialement. Alors que dans les trois cas qui nous intéressent, il y a eu une sorte de mutilation, amputation. L'histoire est considérée voilà, tout à fait comme une succession de mutilations ou d'amputations. Et cela crée effectivement une pesanteur historique extrêmement lourde qui n'est pas un déterminant. Une autre Russie aurait pu être passible, une autre Turquie aurait pu être passible. Je crois qu'après, effectivement, on voit, on observe très clairement comment une toute petite élite ultranationaliste a pu confisquer le pouvoir. Dans les trois cas. En apportant de la stabilité, en apportant de la promesse de la stabilité, en introduisant le discours de l'inimitié au cœur du vocabulaire politique, au cœur de la syntaxe politique, en créant un bloc hégémonique. Un bloc hégémonique, c'était un concept qui a été utilisé depuis très longtemps, pratiquement ça se remonte pratiquement à Marx, mais qui a été surtout théorisé par l'intellectuel marxiste Antonio Gramsci. Donc un bloc hégémonique signifie qu'effectivement vous créez une sorte de coalition entre les couches et les classes aux intérêts profondément contradictoires, et cette construction vous permet d'élargir vos marges de manœuvre en tant qu'État et de gagner en autonomie. Et on sait que par exemple dans le cas de la Russie, une partie d'oligarchie, donc cet oligarque a été intégré dans ce bloc hégémonique. Le complexe militaro-industriel a été totalement intégré dans ce bloc. Les forces paramilitaires, par exemple les Cosaques, ont été intégrées. Mais en même temps, Poutine a su aussi satisfaire en partie une partie des Russes, mais totalement défavorisés, qui étaient laissés pour compte dans les années 2000. Dans les années de Yeltsin, donc les années 90. Quand vous regardez par exemple le cas de la Turquie, vous avez une construction analogue. D'un côté, la Turquie de Erdogan a intégré une bourgeoisie soi-disant pieuse, islamique, de moins en moins pieuse, de plus en plus prédatrice, mais de l'autre côté aussi des couches défavorisées,
à qui le pouvoir paix expliquait que la pauvreté n'est pas une question politique ni même sociale, que la pauvreté est une question de charité, que la pauvreté est voulue par le Créateur. Et on voit cela aussi dans le cas de l'Iran. L'Iran, par exemple, dans les années 2000, a individualisé les subventions. Donc vous recevez effectivement les subventions publiques, hein, non pas sur qui ne se reflètent plus sur le prix des produits, mais directement sur votre compte. Hein. Mais cela signifie aussi que vous créez un lien de dépendance extrêmement fort, hein, entre chaque individu et le pouvoir. Hein. Et de l'autre côté, on sait aussi que dans le cas iranien également, il y a d'un côté l'intégration des forces paramilitaires. Les pastarans, donc les gardiens, constituent la première puissance économique du pays. Les fondations, qui sont gérées par le clergé. Et de l'autre côté, effectivement, une partie importante de la population est rendue totalement dépendante de la charité de pouvoir. Et ça prend en étau les opposants, les contestations qui sont réelles dans tous ces pays-là. Ce ne sont pas des pays totalitaires. Là aussi, vous avez un passage dans votre livre où vous faites la distinction assez claire entre les antidémocraties et les régimes totalitaires tels qu'ils ont pu exister. Ce n'est pas le cas. Il y a encore une marge de manœuvre et on se souvient effectivement des mouvements de la passe Taksim, on se souvient des dissidents russes actuels, du mouvement de femmes vie liberté en Iran. Et qu'est-ce qui, au fond, empêche tous ces mouvements de se coaliser, et, enfin à l'intérieur d'un pays, et de tenter de changer réellement la donne? Oui, effectivement, il y a une différence majeure, hein, pour le moment en tout cas, entre le totalitarisme du XXe siècle, hein, et ces nouvelles antidémocraties. Le pouvoir n'a pas la capacité ou les moyens d'encadrer sa société totalement. Effectivement, en Allemagne nazie ou en Union soviétique stalinienne, on disait que voilà, effectivement, le pouvoir tentait d'encadrer sa société jusqu'à la moindre de ses cellules. On est une fois de plus dans le biologisme, ça veut dire l'individu, ce n'est qu'une cellule de la nation. Aujourd'hui, on n'est pas dans cela. Il y a malgré tout des espaces de résistance qui restent, et ces espaces de résistance, hein, ne sont pas seulement des espaces civiques, mais c'est aussi des espaces intellectuels. Ça veut dire préserver le sens, charger le passé d'un sens, hein, pouvoir imaginer l'avenir, etc. Alors, combien de temps cela va durer? C'est très difficile à savoir. On sait qu'en Russie, depuis surtout un an, la politique est devenue extrêmement répressive. On sait aussi que pour la première fois, il y a eu une militarisation accélérée de l'éducation nationale, à tous les niveaux, y compris au niveau de primaire. Ce qui n'était pas envisageable il y a quelque temps. Il y avait bien sûr des cérémonies militaires auxquelles les enfants étaient obligés de participer, mais voilà, là, je crois qu'on a franchi un pas. Dans le cas de l'Iran, c'est très très clair. Il y a eu des élections récemment en Iran. À Téhéran, seulement 25% de la population des électeurs ont voté. Et pourtant, pour le régime, effectivement, voilà, c'est comme si l'Iran désormais faisait partie, constituait un pays occupé. On vous a occupé, vous vous révoltez, on vous écrase, et on recommence. Et donc, quand vous regardez vraiment l'histoire des 30 dernières années iraniennes, vous avez cette période, épisodiquement, vous avez un mouvement de révolte ou de contestation massive, écrasé dans le sang, et on recommence, et à la limite, on n'a même plus besoin de vos votes, on est là, on vous surplombe. Et nos enjeux, désormais, sont à l'échelle régionale. À la limite, le Liban ou le Yémen constituent des enjeux infiniment plus importants désormais pour le pouvoir iranien que l'Iran lui-même. Et la Turquie, je crois que, bon, effectivement, en Turquie, Erdogan peut toujours compter encore sur une partie importante de son électorat qui a été totalement assommé. Et vous avez, Erdogan a fonctionné vraiment comme destructeur de repères, dans le temps et dans l'espace. Juste pour vous donner un exemple, pendant 10 ans, la Turquie était en guerre pratiquement ouverte avec Israël, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, avec les Émirats, avec l'Allemagne, avec la France, avec les Pays-Bas, avec les États-Unis, voire avec la Russie. Et tout d'un coup, un virage à 180 degrés et on devient allié ou on capitule.
Donc la destruction totale des repères. Ou un deuxième exemple pour la Turquie, Erdogan expliquait en tant qu'économiste, puisqu'il se présente comme économiste, que l'inflation était la conséquence inévitable de taux d'intérêt, et donc il a réduit le taux d'intérêt jusqu'à 7%. Et aujourd'hui, le taux d'intérêt est de nouveau de 45%. Et l'inflation est toujours là. Donc une société qui est totalement assommée, qui n'arrive plus du tout à trouver une cohérence dans les décisions d'Erdogan, mais le fait qu'Erdogan est devenu une sorte de girouette lui apporte énormément de lui apporte une sorte de durabilité. Le destructeur des repères devient le seul repère possible. Et par rapport à tout ça, effectivement, on a l'impression que l'opposition qui existe dans les trois pays est très fragile. Parce que cette opposition est à un niveau intellectuel. Cette opposition essaye de charger le passé d'un sens, essaye d'imaginer l'avenir différemment. Cette opposition essaye de se penser en temps pluriel. Et quand vous êtes en face d'un bulldozer pour qui le débat intellectuel n'a aucun sens, les enjeux de citoyenneté n'ont aucun sens, inévitablement ces oppositions finissent par devenir des oppositions souterraines. Voilà. En Iran, l'insurrection a été de 2022 où la révolte a été écrasée. On sait qu'aujourd'hui cette révolte continue underground. Ça veut dire sous forme de réseau de socialisation, etc. Mais c'est ce retrait, en quelque sorte, dans des espaces enclavés ou au sous-sol des mouvements sociaux, en quelque sorte, ne suffit pas, ne suffit pas à menacer, n'est pas assez pour pouvoir menacer ces trois régimes constitués. Et alors vous avez évoqué un petit peu les enjeux géopolitiques. Ce sont ces trois régimes aussi qui ont des ambitions au Moyen-Orient. C'est assez impressionnant, notamment qu'ils se concentrent en Syrie. On a vu effectivement la Russie intervenir après l'effondrement du pays. On a vu la Turquie évidemment y intervenir puisqu'elle elle provoque une sorte de grand emplacement dans toute la bande nord de la Syrie où c'est remplacer les Kurdes par des Arabes syriens. On voit aussi l'Iran évidemment à travers les milices en Irak, à travers le Hamas aujourd'hui, les Houthis, etc. Le Hezbollah libanais, évidemment, bien sûr. Quelles sont leurs ambitions respectives dans ce théâtre géopolitique, à ces trois régimes? Qu'est-ce que chacun va y chercher, réellement? Alors, juste pour vous rappeler les données concernant la Syrie. 2011, la Syrie a 22 millions d'habitants. 12 ans après, 13 ans après, 500 000 morts, 7 millions de réfugiés, 6 millions de déplacés. Et le discours de Bachar al-Assad, donc le président toujours en titre, est « Nous avons perdu notre jeunesse, nous avons perdu des infrastructures que nous avons construites au cours des dernières décennies, mais nous sommes devenus une société meilleure. » Et je sais que voilà, effectivement, l'un des leaders de la gauche radicale en France avait félicité Bachar al-Assad de sa victoire contre ou sur l'obscurantisme. Donc ça, c'est la donne. Et cette donne s'explique par l'intervention massive de ces trois pays, de ces trois régimes. Et dans le cas de l'Iran, il ne faut pas non plus oublier que le Hezbollah est intervenu directement du côté de Bachar al-Assad. Quelles sont les ambitions? Je pense que la Syrie a été un peu un terrain d'entraînement. Quand vous lisez Mussolini, mais aussi le chef d'état-major allemand de l'époque, ils disent la guerre d'Espagne pour nous, c'était un lieu d'entraînement. Et Mussolini ajoutant, désormais, il faudrait que je trouve quelque chose d'autre. Donc la Syrie a été, mais pour les trois régimes, un lieu d'entraînement. Comment développer une guerre urbaine. Les armes que la Russie utilise aujourd'hui en Ukraine ont été testées en Syrie. Les drones que la Turquie a utilisés contre les Arméniens dans le Haut-Karabakh ont été testés là-bas.
l'encadrement effectivement milicien iranien qu'aujourd'hui on observe dans pas mal de pays de Moyen-Orient a un rapport direct avec le conflit syrien. La constitution des milices chiites venant de l'Afghanistan et du Pakistan a été aussi un facteur très important de la guerre syrienne. Et là aussi, l'Iran a joué un rôle important. Donc, ce facteur de, voilà, effectivement, nous avons là un terrain d'entraînement militaire. Et puis, il y a un deuxième facteur qui intervient aussi, je crois, c'est que vous définissez l'Occident collectif comme l'ennemi à abattre. Votre ontologie pure est menacée par l'ontologie corrompue et corruptrice de l'Occident. Mais la guerre avec l'Occident, c'est extrêmement difficile. Parce que la guerre avec l'Occident signifie la guerre soit avec l'Europe, soit avec l'Amérique. Vous pouvez éventuellement le faire en organisant des attentats, mais pour les Iraniens ou pour les Turcs ou même pour la Russie, de venir occuper Paris, voilà, ça s'est fait en 1815. En 2025, cela est peu probable. Et donc, du coup, les terrains de proximité sont les seuls lieux où on peut se livrer à une activité de guerre. Et ces régimes-là ne peuvent pas vivre sans la pratique de guerre. N'oublions pas aussi que dans ces guerres-là, il ne s'agit pas uniquement de l'armée officielle. Les régimes se sont très massivement paramilitarisés. L'activité paramilitaire est devenue en quelque sorte l'un des piliers de ces régimes et le déploiement de forces, de ces forces, voilà, de ces armées paramilitaires, c'est inévitablement ailleurs. Ailleurs où, précisément la Syrie, ailleurs où le Liban, pour le Hezbollah, ailleurs où c'est le Yémen, où la guerre a été dévastatrice, des centaines de milliers de morts, mais voilà, on a conquis le pouvoir. L'Irak, les guerres irakiennes, les deux guerres civiles irakiennes de 2004 à 2007 et par la suite de 2014 à 2017 ont été également dévastatrices. Ailleurs où, le Karabakh. On parle beaucoup de Gaza et à raison parce qu'effectivement ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ça finit par devenir une guerre d'anéantissement, mais personne n'a bougé par rapport au Karabakh. Qui était un terrain à la fois pour la Turquie, pour l'Azerbaïdjan, d'entraînement. Et n'oublions pas aussi que dans cette guerre de Karabakh, Israël a massivement soutenu, en vendant des drones, la dictature de Aliyev à Bakou. Oui, on ne parle pas non plus du Yémen où on avoisine les 350 000 morts. Oui, voilà. Depuis 10 ans. C'est terrifiant. Donc ces trois régimes sont unis, vous l'avez très bien dit, par une haine viscérale de l'Occident. Et ils se présentent comme tentant de constituer un axe Moscou, Ankara, Téhéran, comme étant une coalition contre la domination des États-Unis, de l'OTAN, de l'Occident. Et dans votre livre, vous avez à plusieurs reprises, vous pointez les contradictions qu'il y a, au contraire, entre ces trois régimes, aussi bien dans l'histoire qu'aujourd'hui. Ils ont des intérêts, au fond, qui sont extrêmement contraires et contradictoires, mais qu'ils masquent en permanence en mettant devant leur opposition à l'Occident. Est-ce que vous pourriez montrer un petit peu les contradictions qui existent entre ces trois régimes ? Alors, je commencerai par une remarquable phrase de La Boétie, Étienne La Boétie, qui disait que les méchants entre eux peuvent devenir des complices, jamais des amis. Et je crois que là, vraiment, on a une confirmation absolue de cette remarque. Les démocraties peuvent se détester, mais les démocraties ne se font pas la guerre. C'est un principe, voilà, que Kant avait déjà saisi à l'époque. Alors que les antidémocraties peuvent s'adorer, mais se font la guerre. Les contradictions. Bien entendu, les trois ont des projets hégémoniques, et les trois ont des projets hégémoniques, pourtant pas totalement, mais en partie sur les mêmes zones. Le Caucase, où la Russie effectivement veut dominer, mais en même temps très cyniquement peut laisser la Turquie agir contre l'Arménie, pour punir l'Arménie qui veut réaliser sa révolution. L'Iran ne veut absolument pas l'affaiblissement
de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, parce qu'effectivement, il y a une région azérie en Iran même, et l'Iran ne veut pas voir la Turquie aller en profondeur dans l'Asie centrale. La Russie veut effectivement aider la Turquie contre les Kurdes, mais à vrai dire, l'objectif de la Syrie et de la Russie n'est pas du tout détruire les Kurdes. Il n'y a aucune raison pour cela, mais punir effectivement les Kurdes de leur proximité avec les Américains. Mais de l'autre côté, la Syrie, la Russie soutient, est le pilier est un allié de régime de Bachar al-Assad, alors que la Turquie d'Erdogan, pendant 10 ans, a tout fait pour renverser Bachar al-Assad. En Libye, la Turquie et la Russie soutiennent des camps frontalement opposés. Et la guerre entre ces deux camps a fait des milliers de morts. Et donc, du coup, il y a effectivement quelque chose d'extrêmement cynique, une sorte d'alliance entre les méchants, comme dirait la Boétie, une complicité, mais une complicité très très cynique et sanglante, qui ne veut pas dire qu'effectivement ils vont avoir nécessairement les mêmes, la même vision du monde ou les mêmes intérêts dans la région. Oui, parce qu'en réalité, ce sont trois impérialismes qui sont en train de se constituer. Non, mais effectivement, on peut parler effectivement de l'impérialisme dans les deux sens du terme. Ça veut dire cette volonté de s'impérialiser, de devenir empire, de redevenir empire. Pour Poutine, cela est très très clair. Hein. Donc voilà, il le dit, la Russie n'a pas de frontières. Hein. Et Poutine estime que il est le 4e ou le 5e fondateur d'empire. Hein. Voilà, vous avez effectivement Vladimir, hein, le fondateur. Après, vous avez Ivan le Terrible, qui a sauvé l'empire de ses fronts internes. Vous avez Catherine II, la grande expansion. Et puis voilà, effectivement, la boucle qui a commencé par Vladimir se terminera par Vladimir, le 4e constructeur d'empire. Pour Erdogan, il est très clair que 2053 est un moment extrêmement important parce que c'est le 600e anniversaire de la conquête de Constantinople, Istanbul, et 2071, c'est l'objectif final, ça veut dire le millénaire de la première bataille entre les armées turques et Byzance. Et pour l'Iran, vous avez aussi exactement cet imaginaire. Donc, une sorte d'impérialisation dans ce sens-là. Et l'impérialisme, ça veut dire effectivement l'impérialisme au sens le plus brutal du terme du 19e siècle, la conquête, voilà, si nécessaire par des armes, la constitution des formes de colonies à travers leurs régions respectives. Et ce projet de domination, en plus, est sous-tendu dans les trois pays par une dimension religieuse qui est très présente également et qui est millénariste même. Qui est absolument présente. Je crois que voilà, c'est quelque chose peut-être aussi qui différencie les totalitarismes du XXe siècle et les régimes actuels. Parce que voilà, effectivement, au XXe siècle, le Portugal, vous ne pouvez pas imaginer le salazarisme et le franquisme sans la religion. Mais Hitler et le régime nazi détestent le christianisme. Mussolini déteste le christianisme. Et en Union soviétique, sauf la période de la Grande Guerre patriotique, il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture par rapport à l'Église orthodoxe, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment une fusion absolue entre l'appareil religieux et l'appareil étatique ou le régime, et pas uniquement en termes de légitimation. Il y a vraiment des passerelles énormes. La part de Lyon va quand même au clergé. En Iran, le clergé est officiellement au pouvoir. Le chef de clergé, c'est le chef d'État Khamenei, qui est le guide de la révolution. En Turquie, le président des affaires religieuses se présente parfois avec une épée à la main. Et la symbolique de l'épée est extrêmement claire. Et en Russie, le patriarche Kirill ne cesse de dire que la guerre d'Ukraine est une guerre métaphysique. Avec l'idéologue russe Douguin,
qui en plus dessine des perspectives absolument apocalyptiques, et pour lui c'est une guerre existentielle. Une guerre existentielle. Disons qu'effectivement pour Dugin c'est une guerre existentielle. L'avenir de la Russie en dépend. Et pour Dugin, qui est très influencé par la pensée nationale bolchevique de l'Allemagne des années 1920-30, la Russie constitue en quelque sorte l'eschaton. Donc voilà, l'eschaton, ça veut dire effectivement cet acteur qui tient à distance la fin, qui tient à distance la fin du temps, qui est en quelque sorte le dernier obstacle devant ou avant l'apocalypse. Et donc, la phase ultérieure sera inévitablement eschatologique, ça veut dire, voilà, effectivement, la fin du monde, mais la fin du monde signifiant aussi l'apocalypse, ça veut dire révélation, hein, donc révélation du sens ultime du monde. Donc, dans le cas de Poutine, de Dugin, vous avez une sorte de politisation ou laïcisation de la pensée eschatologique, alors que dans le cas de Kirill, voilà, on est dans l'eschatologie. Il y a du côté de l'islam aussi, évidemment, qu'il soit du côté de l'islam, chiite, c'est voilà. évident que l'horizon est là aussi l'apocalypse. Oui, absolument, oui. Ce qui n'empêche pas les corruptions, voilà, les biens terrestres quand même intéressent tout le monde. Quand vous voyez effectivement la corruption en Turquie, à la fois de la famille d'Erdogan, mais aussi de l'élite dirigeante, quand vous voyez le palais de Poutine, dont les images ont été publiées par Navalny, et je crois que c'était l'un des facteurs, voilà, qui explique le sort qu'il a subi. Quand vous voyez les histoires de corruption en Iran qui ne sont même plus cachées, voilà, qui ne se concluent sur rien du tout, mais voilà, de temps en temps il y a des purges internes. À la faveur de ces purges, on voit que les biens terrestres sont quand même extrêmement importants, mais la vision ultime, c'est eschatologique. Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Amit Bozarslan, Iran, Russie, Turquie, les antidémocraties. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. L'entretien avec Sophia Pédopsychiatrie La Fabrique des Barbares sera lui diffusé dans un mois, contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l'émission précédente. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.